Donc, grand 2, dispositif configuration particulière. Si je veux le faire. Alors, pourquoi on fait des configurations particulières? Pour une raison très simple, on en a parlé un tout petit peu mardi, c'est que quand vous faites la loi des mailles et la loi des nœuds sur un circuit, grosso modo, si vous avez n mailles indépendantes, enfin, si vous avez besoin de n mailles pour décrire ce circuit, alors vous allez aboutir à un système de n équations, n inconnues. D'accord? Alors, bien entendu, ce système est réduit. En fait, c'est n moins le nombre de lois des nœuds que vous pouvez faire. D'accord? Mais il s'avère que résoudre des systèmes de n équations n inconnues, c'est quelque chose quand même de relativement fastidieux. D'accord? C'est pas impossible, il y a une méthode systématique pour faire ça. Par contre, c'est pénible. C'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que la problématique des lois de Kirchhoff est la suivante, c'est que vous paramétrez votre circuit en intensité, vous paramétrez votre circuit en tension, vous utilisez la loi d'Ohm, d'accord? Et en fait, la loi d'Ohm, quand même, vous raconte un truc, c'est que connaître les tensions ou connaître les intensités, ça revient un peu au même. Ce que je veux dire, c'est grosso modo, si vous connaissez l'intensité qui traverse une résistance, vous connaissez sa tension, et si vous connaissez la tension au bord d'une résistance, vous connaissez l'intensité qui la traverse. C'est juste de la loi d'Ohm dans tous les sens. Et comme on travaille majoritairement avec des générateurs de tension, d'accord? Tout simplement parce que c'est comme ça que ça fonctionne pour plein de raisons. En particulier parce que l'air est isolant à la tension. Donc vous mettez une tension, il n'y a pas d'intensité, vous êtes content, d'accord? Et bien en fait, on aime bien ne travailler qu'avec des tensions. Autrement dit, pouvoir sauter directement à des résultats, connaissant la tension du générateur, pouvoir trouver la tension sur les divers dipôles sans avoir à scoltiner l'intensité dans chacune des branches du circuit. Autrement dit, ce qu'on va voir à partir de maintenant, c'est un certain nombre de configurations où on peut transformer le circuit, simplifier le circuit, ou à sauter sur des résultats assez rapidement pour justement s'épargner des calculs un peu fastidieux. Voilà. Bonjour. Météo idée, là-bas. Voilà, donc c'est ça qu'on va faire à partir de maintenant. Petite remarque, vous connaissez, je vous l'ai dit mardi, toutes les lois de l'électrocinétique, hein, les deux lois de Kirchhoff et la loi d'Ohm, c'est tout ce dont vous avez besoin. Voilà, et c'est d'ailleurs, on va utiliser que ça à partir de maintenant. D'accord? Donc, on va avoir pas mal de vocabulaire sur le sujet, sur des petits théorèmes de base. D'accord? Il y a des choses qu'on va revoir, là, tout de suite. Et après, on va voir tout ce qui est résistance équivalente, etc., etc. On est parti là-dessus. OK. Donc, petit 1. Ça, c'est plutôt un rappel parce qu'on a déjà abondamment parlé avant, mais je vais le refaire ici. Court-circuit et sortie ouverte. Voilà. Alors, le truc est la suivante. On va prendre 2 points et on va dire que A et B sont en court-circuit. Si et seulement si, en fait, ils sont reliés par un fil. On appelle un court-circuit. C'est la définition stricte de ce truc-là. Il faut des craies vertes, voilà. Donc, on se reconcentre, s'il vous plaît. Si et seulement si, ils sont reliés par un fil. D'accord? On peut faire un certain nombre d'exemples. Hein. Par exemple, si je mets une petite résistance ici comme ça, je mets un point A ici et un point B ici. D'accord? On est d'accord que ici, A et B sont en court-circuit. Même si j'ai fait un schéma compliqué par ailleurs, vous pouvez aller littéralement de A à B en passant uniquement par un fil. D'accord? L'existence du nœud ici ne pose pas de problème majeur dans cette histoire. D'accord? Voilà. Donc en gros ici, hein, vous avez un fil là qui permet d'aller de A à B. Donc je prends volontairement un truc compliqué. D'accord? C'est ça le principe. Quelle est la conséquence de ça en termes de potentiel? Donc, si A et B sont en court-circuit, alors, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de potentiel? Oui, c'est le même potentiel, effectivement. Alors, VA est égal à VB, ce
qui implique également que la tension UAB est égale à 0, tout simplement parce qu'en fait, le potentiel est uniforme le long d'un fil. C'est un des premiers théorèmes que vous avez, c'est le premier si je ne me trompe pas, d'accord, théorème d'électrocinétique que vous avez dans votre cours. Voilà. Ça signifie également que la tension dans cette résistance-là va être nulle, etc., etc. D'accord, on va voir ça un tout petit peu après. Voilà. Par contre, je tiens à faire une petite remarque. IAB, a priori, est non nul. Vous pouvez largement avoir une intensité qui circule là-dedans, d'accord, en fonction des autres caractéristiques du circuit. D'accord. IAB est a priori non nulle. Elle peut l'être par coïncidence, d'accord, mais a priori, IAB est non nulle. Alors, la définition de sortie ouverte est un tout petit peu plus compliquée, mais grosso modo, en fait, si vous avez deux points en dehors du circuit qui ne sont reliés à rien, d'accord, on dit qu'ils sont en sortie ouverte. Donc c'est grosso modo la même chose, où j'aurais fait ça. C'est plus une vue d'esprit, la sortie ouverte, parce que vous pouvez prendre n'importe quel point du circuit et les transformer en sortie ouverte simplement en branchant deux bornes dessus. D'accord, donc c'est pas forcément très facile à voir. Donc, si deux points A et B ne sont reliés qu'à un fil, ils sont en sortie ouverte. Enfin, ils constituent plus exactement une sortie ouverte. Donc, je peux imaginer ça, puis vous avez un point A comme ça, et puis un point B comme ça. Voilà. Ça, c'est une sortie ouverte. Donc, c'est très artificiel, d'accord? Mais par contre, c'est extrêmement important parce que n'importe quelle prise sur laquelle rien n'est branché est une sortie ouverte. C'est grosso modo plus une portion du circuit qui serait prête à accueillir un dipôle. D'accord? Donc l'ensemble là, tout ça là, ça c'est une sortie ouverte. Qu'est-ce qu'on a comme conséquence au niveau électrique? Est-ce que l'intensité qui va de A à B peut être... ouais. L'intensité qui va de A à B est nulle, d'accord? Enfin, en tout cas, il n'y a rien qui va dans cette histoire. Donc grosso modo, en fait, c'est plutôt cette intensité-là qui m'intéresse, que je vais appeler I. D'accord? Ici, en fait, I vaut 0. D'accord? C'est-à-dire que grosso modo, vous n'avez pas d'intensité qui peut sortir par opposition, en raison du principe de non-accumulation de la charge. Oui. Si deux points A et B ne sont reliés qu'à un fil, ils constituent une sortie ouverte. D'accord? Tu vois qu'ils sont reliés qu'à un seul fil ici et à rien d'autre. Oui. Bah, dit que dès qu'A et B sont en court-circuit, ils sont plus en sortie ouverte. Forcément. En court-circuit, ils sont reliés par un fil. Oui, pas qu'un fil, ils sont reliés à deux fils d'une certaine façon. Il y en a un de chaque côté. C'est subtil, c'est chiant à définir par ailleurs, je suis d'accord avec toi. Donc, on a alors I qui est égal à 0. Par contre, est-ce que UAB est nul? Autrement dit, est-ce que sur une prise, la tension aux bornes des deux trous de la prise est nulle? Ah non, a priori, sinon ça sert à rien, ça fonctionne pas. UAB différent de 0, a priori. Ça c'est important, en particulier, vous voyez que l'intensité peut tout à fait traverser cette résistance-là, par exemple, d'accord? Et donc il y aura une tension ici sans problème qui sera non nulle. Oui. Non, ils sont en sortie ouverte. Si tu branches quelque chose, ils sont ni l'un ni l'autre. Si tu branches un fil, ils sont en court-circuit. Si tu branches un dipôle, ils sont branchés à un dipôle. Voilà, d'accord. Donc c'est pas soit l'un soit l'autre, c'est deux cas extrêmes de quelque chose de particulier. D'accord. On est d'accord? Voilà. Donc, pour résumer un peu ça, un interrupteur, c'est quelque chose qui va réaliser successivement soit un court-circuit, soit une sortie ouverte. D'accord? Donc un interrupteur, si vous regardez les caractéristiques d'un interrupteur, ça bascule en fait finalement d'une sortie ouverte entre A et B, là, où l'intensité ne circulera pas, mais vous pouvez avoir une tension, à un court-circuit, où la tension sera nulle, mais l'intensité après pourra circuler. D'accord? C'est juste une remarque, mais c'est important à comprendre cette histoire-là. Donc, petite remarque. Un interrupteur
réalise une alternance entre court-circuit et sortie ouverte. Donc un interrupteur, c'est un truc magique qui vous permet de faire ça. On a vu l'interrupteur comme dipôle ou pas encore? D'accord, ok. Voilà. Donc un interrupteur, ça se note comme ça. D'accord, c'est un dipôle. C'est possible, je sais pas. Non, on a juste fait la résistance, mais... Voilà. Donc ça c'est... Ah oui, bah c'est ça. Donc c'est interrupteur là, interrupteur là. Donc on a vu les deux positions de l'interrupteur. Voilà. Donc grosso modo, un interrupteur, c'est voilà. Sortie ouverte quand c'est ouvert, sortie fermée quand c'est fermé. D'accord? Ouvert, fermé. Enfin, là, niveau 5e en physique. Hein, d'accord? On est d'accord là-dessus? Voilà. Donc c'est juste histoire de remettre ça là-dedans. Petite remarque, il y a deux questions de cours qui renvoient à ce qu'on a fait précédemment. Ça signifie donc qu'un interrupteur ouvert, c'est équivalent à une résistance. On a écrit ça, que c'était équivalent à une résistance infinie. Et donc un interrupteur fermé, c'est équivalent à une résistance nulle. Voilà, c'est pas très compliqué. Voilà, ça c'était le début, c'était pas très compliqué, c'est l'histoire de faire une petite mise en bouche. Petit 2. Hop là. Dipôle en série. Alors définir des dipôles en série, c'est simple. Définir un dipôle en parallèle, c'est pénible. D'accord? Donc on va commencer par le truc le plus simple. Deux dipôles sont dits en série quand ils appartiennent à la même branche. Bah oui. Deux dipôles sont en série quand ils appartiennent à la même branche. Autrement dit, quand il n'y a pas de nœud entre les deux. Ou en tout cas, voilà, quand vous pouvez aller d'un pôle du dipôle à un autre pôle du dipôle sans croiser un nœud. Voilà. Alors, on va faire quelques exemples de configuration pour vous voyez, mais vous avez déjà croisé série parallèle, ce genre de choses? Je ne sais plus si ça se fait encore. Ah, vous dites dérivation? C'est une question de mode, ça c'est pas grave. Donc par exemple, voilà, ces deux dipôles sont en série. C'est en général comme ça qu'on leur représente. D'accord. Petite remarque, vous pouvez faire également la même chose hein, avec, je sais pas trop quoi, voilà. D'accord. Ces deux dipôles sont aussi, je vais même les mettre comme ça pour vous perturber. Ces deux dipôles sont en série. Ils appartiennent à la même branche. D'accord? Ok. D'accord? Donc, comme je l'ai dit, la longueur d'un fil, c'est complètement extensible. Vous pouvez avoir des dipôles en série, même s'ils ne sont pas complètement côte à côte l'un de l'autre. Ok? Petite remarque. Ces deux dipôles ne sont pas en série. D'accord? Parce qu'ils n'appartiennent pas à la même branche. On est d'accord là-dessus? Donc ça, c'est... J'aime bien mettre des contre-exemples aussi pour pas que vous ayez un apprentissage visuel du projet. Alors sur les dipôles en série, parce que pas en série on s'en fout, voilà. Sur les dipôles en série, on a un certain nombre de propriétés qui sont extrêmement importantes, plus exactement on en a deux. La première propriété, c'est que donc deux dipôles en série sont forcément parcourus par la même intensité. Ça, c'est une conséquence immédiate du fait que l'intensité dans une branche est uniforme. D'accord? Ça, c'est relativement simple. Donc, deux dipôles en série sont parcourus par la même intensité. Le deuxième truc qui est plus subtil finalement, c'est que si vous avez deux dipôles en série, vous pouvez les intervertir sans que ça n'ait d'impact sur le reste du circuit. D'accord? D'accord, vous pouvez les changer. Bien sûr, les tensions vont suivre, d'accord? Mais l'intensité ne changera pas et la tension totale ne changera pas.
qui est normal puisque la tension totale c'est la somme des deux. En fait, ça procède juste de la commutativité de l'addition. En gros, la tension totale c'est U1 plus U2. Si vous les intervertissez, ça sera U2 plus U1. Donc c'est la même. L'intensité ne change pas parce que c'est la même dans toute la branche. Donc c'est terminé. D'accord. Donc ça c'est extrêmement important. Deux dipôles en série peuvent être intervertis sans impact sur le reste du circuit. Ça paraît pas, mais ça, c'est un théorème qui est assez important. Parce que ça va vous permettre justement de manipuler des trucs, de les déplacer, de machin chose sans problème majeur. Vas-y, Samy. On peut dire qu'un fil, c'est une branche. On peut tout à fait dire qu'un fil, c'est une branche, tout à fait. Du coup, un fil, c'est le dipôle en série. Non, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de... Un fil, c'est un dipôle, donc il est tout seul. Si tu branches un fil et un fil, tu as mis deux fils en série. Là, c'est deux dipôles. C'est un gros fil. Voilà. Ouais, je t'écoute. Est-ce que du coup, par contre, si on les intervertit, les dipôles en série, est-ce qu'il y a des changements au niveau des tensions et tensions? En fait, les tensions suivent les dipôles, c'est tout simple. C'est-à-dire que tu prends le dipôle 1, le dipôle 2, tu les intervertis, la tension U1 suit le dipôle 1. Enfin voilà, en gros, comme ils sont traversés par la même intensité, si tu veux, après, tu as le... Entre les deux, par contre, du coup, ça va changer. Oui, c'est ça. C'est donc le reste du circuit qui est important. Vu que ça marche avec 2, c'est un raisonnement qu'on va faire extrêmement souvent, ça marche avec n, par récurrence, directement, d'accord? Je fais les théorèmes avec 2, mais je vais écrire quand même à un moment donné quelque part que ceci se généralise à n dipôles en série, ils sont tous dans la même branche, etc. etc. D'accord? Ceci se généralise à n dipôles en série. Voilà. D'accord sur les dipôles en série? Donc, dipôles en série, traversés par la même intensité, pas forcément la même tension, puisque si les dipoles sont différents, ils n'ont pas la même caractéristique, d'accord? Mais ça se passe bien. On est d'accord là-dessus? Voilà. Petit 3, si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui. Dipôle en parallèle. Alors, moi, je dis parallèle. Si vous voulez, c'est équivalent à dérivation. Ça dépend vraiment des générations. Hein. Donc c'est cyclique, puisque moi j'ai été formé avec parallèle. Donc je forme mes étudiants avec parallèle. Les gens qui ont été formés avec dérivation sont décalés d'une demi-génération. Donc c'est cyclique, quoi. Voilà. Tout le monde comprend. Moi je dis parallèle, dérivation, c'est pareil. Voilà. Dans le programme, je crois que c'est parallèle, je me souviens plus. En tout cas, tout le monde comprend. Il n'y a aucune différence entre les deux, littéralement. On est parti. Et il n'y a pas de S à parallèle, contrairement à ce que racontent les questions de cours. Mais ça, c'est une autre conversation. Ça arrive aussi. Alors, c'est assez difficile à définir, mais en fait, la définition est quand même importante parce que la définition verbeuse est importante parce que justement, c'est pas genre ils sont côte à côte comme ça, quoi. D'accord? Le dessin que je vous ai montré tout à l'heure montrait que c'est pas la question. Donc, là, il va falloir mettre des lettres. Deux dipôles. A1, B1 et A2, B2, je leur mets des... Vous comprenez toutes et tous ce que c'est que A1 et B1? C'est le pôle et les deux bornes, d'accord? Les dipôles, d'accord? A1, B1 et A2, B2 sont en parallèle. Si et seulement si A1 et A2 sont reliés, si et seulement si 1 et 2 sont reliés par des fils, et B1 et B2 sont reliés par des fils. C'est ça que ça veut dire que deux dipôles sont en parallèle. D'accord? Je vais vous donner des exemples. Oui. Si et seulement si A et B et A2 sont reliés par des fils, et B1 et B2 sont reliés par des fils. Uniquement. On va regarder un peu les diverses choses pour que vous compreniez. Et là, j'ai multiplié un peu plus les exemples. Bien sûr, la configuration standard que vous connaissez pour parallèle, c'est ça. D'accord? Autrement dit, ça c'est A1, ça c'est A2, ça c'est B1, ça c'est B2. Et vous voyez que vous pouvez aller de A1
jusqu'à A2 en passant uniquement par des fils, et vous pouvez aller de B1 à B2 en passant uniquement par des fils. Ouais. Du coup, dans un circuit électrique classique, ça suppose que qu'un câble électrique est un fil. Tout à fait, oui. En fait, en gros, c'est ce qu'on modélise comme ça. On est d'accord que ce que je fais là est legit? Je mets des couleurs différentes pour que vous compreniez bien. D'accord? Voilà. Donc vous passez par un nœud au passage, mais ça n'a aucune forme d'importance dans cette histoire. Je vais vous donner des exemples un peu plus... Je fais un truc rigolo. Oui. Non. Les deux fils, il y a trop de fils. Que les deux bornes sont en... Ouais, que les deux bornes sont 2 à 2 en court-circuit, si tu veux, ouais. Si tu veux. Voilà. Ces deux dipôles-là sont en parallèle. Vous voyez que visuellement, c'est pas évident. D'accord? Ces deux dipôles-là sont en parallèle parce que vous pouvez aller évidemment d'une borne à l'autre en passant par des fils ici. Et vous pouvez également aller évidemment d'une borne à l'autre en passant par des fils ici. En fait, ce dessin-là, vous retrouvez la configuration parallèle en réduisant considérablement la longueur de ce fil vert, d'accord? Et ça va replier les deux. Oui. Je comprends bien, puisque en série, ils sont aussi reliés par des fils. Oui, mais pas de borne à borne, pour le coup. C'est pas les coupes de deux bornes, d'accord? Ces deux-là sont par ailleurs en série du point de vue de cette branche-là. D'accord? Ah oui, Ça dépend de quel point de vue vous vous placez. Okay, ils appartiennent à la même branche, ils sont en série, et ils sont également en parallèle, si vous regardez un truc plus. Oui. Vous pouvez parler d'un système composé de dipôles, ou ça sert à rien? Alors un dipôle est un dipôle avec deux... Enfin, tout ça c'est un dipôle, par exemple, si c'est ça ta question. Oui, oui, complètement. Oui. Du coup, les liens, on s'en fout pour... Les nœuds, on s'en fout, tout à fait. Les nœuds, on s'en fout. Donc là, vous constatez qu'il y a un truc assez rigolo si je reprends un peu les diverses choses. Ces deux-là sont en série, sont aussi en parallèle. Ce dipôle-là est en parallèle avec celui-là. D'accord? Là, ça se voit. Okay, parce que vous pouvez aller de là jusque là. Ce dipôle total est en parallèle avec ça. Ça et ça ne sont pas en parallèle. Ni en série d'ailleurs. D'accord? Que ces deux-là, ils n'appartiennent pas à la même branche. Et vous ne pouvez pas aller de là à là en passant que par des fils. Ouais. Ou est-ce que c'est comme en optique, on fait une union des deux dipôles? On va faire des équivalences si c'est possible. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Ouais. Donc A1, B1 et A2, B2, c'est pas forcément dans le même sens. Là, effectivement, c'est pas le même sens. Là, si je reprends ma définition, ça c'est A1, ça c'est A2, ça c'est B1, ça c'est B2. C'est juste, tu arrives à trouver un couple de points qui marche. D'accord là-dessus? Voilà. Donc, ça et ça, c'est des parallèles. D'accord. Je vais vous donner un contre-exemple comme d'habitude. Est-ce qu'on a là-dedans deux dipôles en parallèle? Enfin, absolument pas, vous pouvez vous battre comme vous voulez. Vous n'arrivez pas à trouver un dipôle qui satisfait au truc. D'accord? Ça, c'est important, c'est pas l'avantage triangle. D'accord? Aucun des dipôles, il n'y a aucune paire de dipôles qui est en série ou en parallèle. Ils sont ni l'un ni l'autre. On est d'accord là-dessus? Voilà. Donc, vraiment, je vous en conjure, n'apprenez pas en parallèle, c'est quand les deux dipôles sont parallèles sur le dessin. Parce que ça marche vraiment pas. Sinon, C'est-à-dire, il est en série là, celui-là ou pas? rien. Aucun des trois. Il est pas en série. Il n'existe aucune... Alors, je sais pas, c'est forcément au pluriel déjà. Donc, il n'existe aucune paire de dipôles qui sont en série ou aucune paire de dipôles qui sont en parallèle dans cette histoire. Petite remarque, si je ferme ici, clac, d'accord? Ça revient à court-circuiter cette résistance-là. Et ces deux dipôles deviendront en parallèle. On est d'accord? Si je mets un fil là, splung, ces deux dipôles seront en parallèle. Si je mets un fil là, qu'est-ce qui va devenir en parallèle? Si je mets un fil là sur la diagonale, là, comme ça, les deux du bas seront en parallèle. D'accord? Voilà.
etc., etc. D'accord? Donc on peut imaginer des trucs plus ou moins exotiques. En tout cas, ça n'a rien on dit parallèle parce que ça a une bonne tête comme ça, en général, quand c'est bien présenté, mais ça peut être très mal présenté. D'accord? Ça va là-dessus? Qu'est-ce que je dois faire? Bah, je fais la suite. Voilà, on est parti. Alors, on a exactement les deux propriétés, des propriétés similaires pour les parallèles et la série. Première propriété, deux dipoles en parallèle partagent la même tension. D'accord? Tout simplement parce que si c'est relié par un fil, signifie que V2A et V2A2 c'est le même. V2B1 et V2B2 c'est le même. D'accord? Donc vous avez ça. Ils partagent la même tension au signe près. Ça dépend comment vous orientez. La tension, ça peut toujours être merdique, mais dans le principe, c'est ça. Donc deux dipôles en parallèle partagent au signe près, donc ça va dépendre des conventions, la même tension. Grosso modo, ce que ça vous raconte, c'est que UA1B1 est égal à UA2B2 avec les notations que j'ai utilisées tout à l'heure. Donc, dans ce dessin-là, cette tension, alors ça c'est assez rigolo, hein, d'accord? Si vous avez, vous pouvez l'écrire ici. Cette tension-là et cette tension-là sont les mêmes. Et là, vous découvrez un truc incroyable, mais qui n'est pas si incroyable que ça. Comme c'est les mêmes, mais qu'elles sont de sens opposé, la somme des deux vaut 0, et on retrouve que la tension en bord d'un fil, ça vaut 0. Rien de mystique, hein, d'accord? Voilà, plein de trucs. On est d'accord là-dessus? Voilà. Donc là, c'est pareil, si vous voulez mettre sur ce dessin-là, vous pouvez dire que c'est la même tension pour les deux ici. D'accord? Même tension, parce que tous les points violets sont au même potentiel, tous les points verts sont au même potentiel. Vous vous souvenez, on avait parlé de zone de potentiel en début de semaine, c'est vraiment important comme concept, ce truc-là. Deuxième théorème qui est, à mon avis, le plus important, et c'est le même, deux dipôles parallèles peuvent être intervertis sans que ça ait de conséquences sur le reste du circuit. Ça, c'est un truc que vous utilisez tous les jours. Vous êtes chez vous, vous prenez une lampe, vous la débranchez, vous la mettez sur une autre prise, vous mettez votre chargeur de téléphone portable, vous faites un merde, ça m'emmerde, vous inversez ça. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Vous prenez deux dipôles en parallèle et vous inversez les prises. D'accord? Vous faites exactement ça. Quand vous êtes chez vous et vous branchez des dipôles sur les diverses prises que vous avez, vous faites que des branchements en parallèle. D'accord? Clac, 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 clac. Sans problème majeur. Deux dipôles en parallèle peuvent être intervertis sans conséquence. Ou j'ai dit quoi? Sans impacter? J'espère que je fasse la même phrase. C'était sans impacter, c'est ça? Ouais, sans impact. Merci. Sur le reste du circuit. Ça provient de l'additivité des intensités. Quand vous échangez les deux dipôles, au lieu d'avoir I1 plus I2, vous avez I2 plus I1, ce qui vous donne la même intensité globale. Et la tension restant la même, il n'y a rien qui se passe dans cette histoire. Ça, vraiment, c'est important. Si vous voulez vraiment retenir ça, je peux l'écrire. Donc déjà, première remarque, ceci se généralise à N dipôles. Même punition, même mot. Ceci se généralise à N dipôles. Et une petite remarque, donc les prises d'un logement sont des dipôles en série, en parallèle justement. Et ça, c'est la garantie que quand vous branchez tous vos objets sur des prises, ils sont tous soumis à la même tension. D'accord? Et après, ils vont consommer l'intensité dont ils ont besoin pour fonctionner. Et vous savez, vous êtes d'accord que vous savez que, là par exemple, j'ai branché mon chargeur là, j'aurais pu le brancher sur la prise d'à côté, et ça n'aurait absolument rien changé au problème. D'accord? Je suppose que chez vous, sauf si vous avez des prises qui nécessitent d'appeler un électricien, vous ne vous posez pas la question, si je branche là, qu'est-ce qui va se passer, etc. etc. Quand vous branchez, vous en foutez. Ouais. Pas forcément, ça peut être une coïncidence. Tu peux avoir deux. Par exemple, si tu as deux résistances en série
qui ont la même valeur de résistance, elles ont la même tension. Mais c'est juste parce qu'il y a un coup de bol dans ce cas-là. Oui. Pour le schéma triangulaire, Oui. pourquoi quand il y a une efflorescence qui est court-circuitée, les deux sont en parallèle? Bah, tout simplement parce que elles vont partager la même tension. Cette tension-là et cette tension-là seront les mêmes. C'est la définition d'un parallèle? Oui, c'est ça. Bah non, c'est pas la définition, mais par contre, c'est comme ça qu'on le reconnaît. Tout simplement parce que tu vas aller à des fils ici, pareil, en choisissant bien les bandes. Je vous laisse partir et réviser votre DS de demain matin.